Consommation, droit, santé, éducation, culture. C'est la première. Ligne directe. Jerusha Chawaya. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la case culture de Ligne Directe. L'intelligence artificielle est partout, dans nos téléphones, nos moteurs de recherche, nos entreprises et désormais dans le cartable de nos enfants. Certains y voient une révolution pédagogique, d'autres une menace pour l'apprentissage et l'esprit critique. Alors comment accompagner cette transformation sans la subir? Pour en parler aujourd'hui, elle m'accompagne, c'est Morgane Jaffré-Colombani. Elle est formatrice au département de l'éducation et de la formation de la DEC de la Nouvelle-Calédonie. Elle est aussi autrice de l'ouvrage l'IA en classe, 140 prompts testés pour des usages pédagogiques maîtrisés, un guide destiné aux enseignants du cycle 1 au lycée qui propose des outils concrets pour intégrer l'intelligence artificielle tout en conservant les exigences pédagogiques. C'est tout un concept, on va en parler durant les 20 prochaines minutes grâce à vous Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Jerusha. Merci d'être avec nous. Ligne directe côté culture, c'est parti. C'est la première. Ligne directe. Jerusha Chawaya. Merci à vous Morgane d'être avec nous. Alors tout un concept, tout ça, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, on croit la connaître, ou on pense, on s'imagine ce qu'elle est. Justement, quand on entend parler d'intelligence artificielle à l'école, certains vont imaginer encore quelque chose de très futuriste ou encore quelque chose de très lointain. Pourtant, vous expliquez que cette révolution elle est déjà là. Vous observez quoi concrètement sur le terrain ? Alors effectivement, elle est déjà dans beaucoup de téléphones, puisque beaucoup ont chargé ChatGPT, Claude AI, et sur le terrain, donc les enseignants que je rencontre très souvent me disent « Ah ben moi j'utilise un peu ». Alors parfois c'est avec NotebookLM pour plutôt des visuels, parfois c'est plus pour l'IA générative, retravailler des textes, mais ils ont toujours déjà plus ou moins une approche. Donc, ils ne sont pas non plus totalement novices, les enseignants avec qui vous allez parler d'intelligence artificielle. On va dire que très souvent, ils ne voient pas ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire les concepteurs d'intelligence artificielle, ils ont un objectif. Et cet objectif, enfin, il est double. Il y a l'objectif commercial, c'est-à-dire allez-y, une phrase, un mot, et puis ça y est, je vous donne tout le résultat. Puis il y a aussi l'objectif qui est de faire une IA qui soit complètement personnalisable pour l'enseignant. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, parce que quand on a compris ça, justement, on a une toute autre façon d'utiliser l'IA et on coach son IA. Et c'est ça, en fait, que je vais apprendre quand, là, par exemple, dans mon livre, il y a en classe ou quand je suis aussi devant les enseignants lors des formations. Parce que oui, vous n'êtes pas face aux élèves, mais face aux enseignants, donc ceux qui sont face aux élèves. Comment ça se passe justement les formations et c'est quoi l'enjeu derrière tout ça de pouvoir les former à l'intelligence artificielle? Alors déjà, il y a eu le cadre d'usage qui est sorti en 2025, donc publié par l'Éducation nationale, qui explique que comme les élèves ont maintenant accès à l'intelligence artificielle, il faut absolument qu'ils puissent être guidés dans leur utilisation de l'intelligence artificielle. Donc c'est par ce biais-là en fait que l'IA en classe est amenée, et notamment avec des choses très claires. Par exemple, un élève à partir de la 4e doit pouvoir commencer à utiliser l'IA en classe. Avant, on travaille avec lui sur l'esprit critique. Et après, on continue, bien sûr, sur l'esprit critique. Oui, il ne faut surtout pas que ça s'arrête, d'ailleurs. Non. Alors, justement, quand on va dire, les élèves ont une IA, ils apportent une IA, entre guillemets, en classe, j'imagine, pour les enseignants qui... surtout pour les enseignants d'un certain âge, en tout cas qui sont dans l'éducation nationale depuis très longtemps. Qui sont des enseignants, disons, avec une grande sagesse, qui sont là depuis longtemps. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vient d'arriver, ou en tout cas qui se développe bien maintenant et qui maintenant rentre dans les classes. J'imagine que ça leur demande de devoir bouger énormément de lignes, de revoir pas mal de choses. Vous voyez des freins? Alors déjà, par rapport à ce que vous avez dit, oui et non, parce que vous savez, ma génération, par exemple, moi je suis calédonienne, j'ai vu arriver le téléphone portable, la télé en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a vraiment cette habitude, en fait, le CD-ROM. Voilà, on a l'habitude et on se dit, c'est là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir en tirer une plus-value? Et donc, c'est vraiment l'enseignant, c'est ce qui fait. Lui, ce qu'il veut, c'est le bien de ses élèves. Donc, à partir du moment où l'intelligence artificielle est là, il se dit, OK, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors, vous demandez en classe, par exemple, justement, pour les élèves, là, on peut avoir des plus-values. C'est-à-dire que
ce qui est important, c'est d'avoir une pédagogie active. Donc, ils mettent l'élève en acteur. On imagine une séance où un professeur d'histoire, par exemple, a l'intention de faire travailler son cours sur un personnage historique. Donc, il va donner à l'élève des documents sur le personnage historique et il va dire, donc tu vas être devant ton intelligence artificielle, je rappelle à partir de la 4e, c'est autorisé. Donc, tu vas être devant ton intelligence artificielle et tu vas lui demander d'incarner ce personnage historique. Donc, tu prépares avec ton cours plusieurs questions, donc avec tes documents, et tu l'interroges. Et tu demandes à l'IA de mettre une réponse qui sera fausse ou alors un petit peu biaisée. Et puis là, l'enseignant va pouvoir évaluer l'élève finalement parce qu'il va avoir une grille de relecture où il va avoir la réponse de l'IA qui est incarnée qui incarne le personnage, ce que lui a vérifié par rapport à tous les documents, et puis comment est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu lui mettre la puce à l'oreille, par exemple. Donc, on a bien ici le système, finalement, de l'esprit critique, c'est-à-dire la vérification, le fait de se questionner, et puis d'argumenter et de décider. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Alors justement, face à cette réalité, ou justement cet enjeu aujourd'hui qui est de moins savoir s'il faut utiliser l'intelligence artificielle que d'apprendre à l'utiliser correctement. Là, on parle vraiment d'une utilisation correcte de l'intelligence artificielle. C'est tout ça l'enjeu là d'éduquer les enseignants, mais aussi derrière les élèves. Oui, c'est l'enjeu parce que c'est un outil qui peut être vraiment utile, mais bien sûr, il va falloir trouver un petit peu comment l'utiliser. Alors, ça fait gagner du temps aux enseignants, ça c'est formidable. Un enseignant, par exemple, s'il a vraiment bien coaché son IA, va se dire, tiens, j'ai envie de créer une séance pour mettre les élèves en activité sur, par exemple, le sport. Voilà. Il va demander à l'IA de créer une séance en s'appuyant sur des textes, en cherchant tout ce qui se réfère à ce type de séance dans le cadre des BO, donc des bulletins officiels de l'éducation nationale, et l'intelligence va pouvoir lui rédiger quelque chose. Et donc là, après, c'est à l'enseignant de mettre toute son expertise pédagogique en œuvre, de faire une relecture de ce qui a été dit, et puis de retravailler peut-être avec l'IA pour essayer de trouver qu'est-ce qui a fait que la réponse ne convient pas exactement, puisque l'objectif du coaching, justement, et l'enjeu, le véritable enjeu, c'est ça, c'est de l'utiliser bien, donc utiliser ce que les concepteurs d'IA veulent mettre en place, d'avoir une IA complètement personnalisée et de voir avec son IA pour qu'il soit complètement congruent avec son identité professionnelle, c'est-à-dire qu'il s'aligne sur son identité professionnelle. Et pour ça, il y a des techniques qu'il faut en fait connaître et apprendre. Et justement, quelles sont ces différentes techniques? J'imagine qu'il y en a énormément. C'est à ce moment-là que vous allez vous référer à mon livre. Non, alors je peux en donner quelques-unes. Par exemple, déjà, la première chose, c'est de s'imaginer cette IA comme un assistant stagiaire. Vous voyez l'assistant stagiaire qui arrive, par exemple, en classe dans une entreprise, il est en classe de 3e et il va falloir lui montrer un petit peu comment on travaille dans cette entreprise, qu'est-ce que c'est finalement le milieu du travail. Et là, il va falloir lui parler d'une certaine manière. L'IA, c'est notre assistant stagiaire virtuel. Si, par exemple, on lui dit des mots qui ne sont pas des mots professionnels, vous savez, chaque vocabulaire est typique d'un milieu professionnel. Si on lui dit des mots qui ne correspondent pas, il ne va pas aller chercher sur les sites qui correspondent. Si moi, par contre, par exemple, en éducation, je lui parle d'évaluation formative, sommative, de métacognition, il va aller sur les sites référencés par l'Éducation nationale. En fait, il faut comprendre comment il fonctionne pour pouvoir bien le diriger. Bon, par contre, la grosse différence avec un stagiaire, c'est qu'on ne va pas lui dire s'il te plaît, merci, parce que justement là, vous savez ce qui se passe, il va vers des forums et des blogs. Et puis, d'ailleurs, Sam Altman, qui est celui qui a créé ChatGPT, OpenAI, disait qu'il ne savait plus comment s'en sortir avec ces gens qui disent s'il te plaît, merci, parce qu'en fait, ça traite encore davantage de données et ça crée vraiment de la dépense, on va dire, écologique. Dans le sens, ça laisse une marque. Pour une fois, voilà. Ne soyons pas polis, quoi. C'est ça, exactement. Il ne faut pas trop prendre l'habitude après. Hein. Oui, c'est ça. Avec votre intelligence artificielle, mais pas avec votre vrai stagiaire, par exemple. Tout à fait, exactement. Alors, justement, vous m'aviez proposé, vous me proposez une expérience avec tout cela, alors avec votre téléphone, justement. Quelle va être cette expérience, Morgane? Je vous propose justement un type de prompt, comme ça vous donne un petit peu à voir ce qui est attendu pour les enseignants tels qu'ils vont utiliser. Expliquez ce qu'est un prompt peut-être aussi pour Alors un prompt, oui, c'est finalement l'ordre que vous allez donner à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse exécuter la commande.
Donc là, on va essayer avec un petit prompt. Alors, j'avais hésité parce que vous voyez, j'ai plein de prompts. Sciences de calcul mental et estimation, reconnaissance, verbalisation et gestion des émotions. Enfin, c'est très varié. Et là, je vais plutôt partir sur une initiation à la démarche de projet écologique au cycle 2, donc CE2, avec un objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement à travers un projet concret mené sur plusieurs semaines. Tu es enseignant en CE2 et tu veux initier tes élèves à la démarche de projet à visée écologique. Conçois un projet sur 4 semaines intitulé « Ma classe agit pour la planète », structuré autour de 3 volets. Observation de l'environnement scolaire, choix collectif d'une action réalisable, réduction des déchets, jardinage, affichage du message écologique, mise en œuvre et restitution, propose une progression hebdomadaire, appuie-toi sur les compétences du domaine, questionner le monde de la délibération 127 du 13 janvier 2021 qui correspondent au texte en Nouvelle-Calédonie, donc sur les repères de progressivité et sur les compétences transversales en EMC. Pour construire ton projet, appuie-toi sur les apports de Catherine Dumont sur l'éducation du développement durable à l'école et fonde ta démarche sur les principes de la pédagogie de projet développée par Philippe Mérieux. D'accord, voici une progression sur 4 semaines pour ton projet « Ma classe agit pour la planète ». Semaine 1, observation de l'environnement scolaire. Compétences, questionner le monde, observer et décrire des éléments de l'environnement proche. Activité, sortie dans l'école pour identifier des points d'attention, déchets, espaces verts, affichage, relevé par petits groupes. EMC, compétences transversales, coopération dans l'observation, respect de la vie des autres. Semaine 2, choix collectif de l'action. Compétences, questionner le monde, exprimer des choix argumentés. Activité, débat en classe, choix d'une action réaliste. Par exemple, mettre en place un composteur, créer des affiches écologiques. EMC, prise de décision collective, écoute active. Semaine 3, préparation et mise en œuvre. Compétences, questionner le monde, expérimenter et réaliser une action concrète. Activité, mise en place de l'action choisie. Par exemple, installer le compost, créer et afficher les messages. EMC, engagement, persévérance. Semaine 4, restitution et valorisation, compétences questionner le monde, présenter les résultats d'un projet, activité, présentation aux autres. Je t'interromps. Je voudrais que tu me proposes une grille d'auto-évaluation qui pourrait être utilisée par les élèves à la fin du projet. Donne-moi les critères et les indicateurs. Bien sûr, voici une grille d'auto-évaluation adaptée à des élèves de CE2 avec des critères simples et des indicateurs clairs. 1. Observation de l'environnement. Critère, j'ai observé attentivement l'école. Indicateur, je peux citer au moins 2 éléments que j'ai repérés. Exo, une zone sale, un espace à améliorer. 2. Participation au choix collectif. Critère, j'ai donné mon avis et écouté les autres. Je t'interromps, je voudrais avoir une adaptation pour un élève qui a été détecté TDAH, donc trouble de l'attention et hyperactivité. Donne-moi 3 préconisations vraiment importantes lors de ce projet à mettre en œuvre. Premièrement, fractionne les tâches en étapes courtes et explicites, avec des consignes visuelles ou écrites. Voilà, donc on pourrait continuer comme ça. Vous voyez, je ne vais pas dire s'il te plaît, et je l'ai coupé, je lui ai coupé la parole. Mais voilà, donc c'est vraiment ce travail-là, en fait, moi, que je veux apprendre. C'est un gain de temps pour les enseignants. Oui, c'est un gain de temps énorme. Et là, c'est que la partie IA générative. Mais vous savez que quand on est en formation avec ma collègue Evelyne Malouine de Lecondingui, on propose aussi des mises en relation avec d'autres outils. Donc, par exemple, créer des activités interactives comme un Kahoot, qui sont des petits QCM en ligne, en 10 minutes, etc. Donc, ça fait vraiment gagner du temps. Ça permet de faire un autre type de pédagogie, d'améliorer finalement... en plus de nous laisser aussi du temps plus pour, on va dire, pour avoir le vrai lien éducatif avec l'élève, puisqu'on n'est pas que dans cette préparation, mais par contre, il faut toujours garder son œil d'expert. Et ce que l'on peut voir avec l'expérience que vous venez de mener et avec l'intelligence artificielle, déjà, il y a le fait de pouvoir progressivement, vous l'avez interrompu à plusieurs reprises, pour pouvoir finalement cibler de plus en plus la demande.
Et on le comprend avec la dernière demande que vous avez faite avec l'élève qui serait atteint de TDAH, c'est que ça pourrait en fait rendre la classe plus inclusive, puisque avec un projet, là où l'enseignant, parfois pris peut-être aussi par le temps et bien d'autres choses, se retrouve à devoir faire des projets de manière générale, là on peut adapter un élève, par exemple un TDAH, un 10, tout à fait. etc. Là, et même la différenciation pédagogique, tout simplement, quand par exemple il y a une évaluation et il faut adapter cette évaluation pour un élève avec des besoins éducatifs particuliers, effectivement. Donc oui, voilà. Donc c'est ce type de prompt en fait que j'ai mis dans mon livre et puis sur plein de problématiques différentes. Il y a une grosse partie effectivement sur tout ce qui va être travail par rapport à l'inclusion et la différenciation pédagogique ou l'adaptation, mais également tout ce qui est bien-être professionnel pour l'enseignant. Voilà. Et puis toute cette partie coaching qui va être essentielle si on veut vraiment que notre IA soit efficace et congruent avec ce qu'on veut. Oui, et que l'intelligence artificielle sache réellement de quoi on parle, où on veut aller, et puisse vraiment être un réel assistant ou un assistant, quoi. Et au-delà de ça, vous savez, chaque enseignant a son identité professionnelle. Donc, même si l'IA va pouvoir s'appuyer sur les textes, proposer donc des activités, l'enseignant, quand il fait sa classe, il a vraiment sa façon à lui de faire. Il connaît ses élèves, il connaît quel est le projet d'établissement, vous voyez. Et donc, c'est tout ça que l'enseignant va retravailler à partir du prompt. Après, là, je vous ai montré que je l'ai coupé, non pas pour des précisions, mais pour des choses différentes, pour avoir plusieurs éléments. Par contre, l'essentiel est plutôt de faire un prompt en une fois, parce qu'au niveau écologique, il faut quand même penser que chaque demande, c'est 20 fois plus qu'une une recherche sur Google. Donc c'est vrai, actuellement, on fait, pour une même recherche sur Google, qu'on ferait 20 fois pour avoir tous les renseignements, on fait une demande à l'IA. Oui, finalement, ça correspond d'une certaine manière. Quand on compte sur Google, on va chercher une information et qu'après, on va continuer à creuser. Là, sur une intelligence artificielle, finalement, c'est équivalent. Alors oui, on va dire oui et non, mais on peut dire ça. En tout cas, là, ça peut cibler vraiment. Et puis après, justement, il faut savoir quelle intelligence artificielle on utilise. Par exemple, si on fait quelque chose qui est plus de l'ordre de la recherche, on va plus utiliser une intelligence artificielle comme Perplexity, qui lui-même va mettre en œuvre Claude AI ou ChatGPT, enfin d'autres intelligences artificielles, pour obtenir sa réponse et qui est plus considéré comme un moteur de recherche super puissant. Vous voyez, donc c'est un moteur de recherche d'intelligence artificielle. Voilà ça. Un super moteur Claude de AI, recherche. ça va être plus les maths. Enfin, en fonction de ce qu'on veut, on va aller vers certaines intelligences artificielles. Et on parle souvent d'ailleurs des connaissances scolaires on parle souvent des connaissances scolaires et on va en parler, mais dans votre sommaire, vous évoquez aussi, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, les compétences psychosociales, la coopération, encore la gestion des émotions. Comment l'intelligence artificielle, elle peut intervenir sur ces dimensions-là ? Ça va être des prompts où, par exemple, on peut proposer des activités qui vont mettre en œuvre certaines ces compétences, un petit peu comme j'ai fait là, et qui va permettre aux élèves de réfléchir ou de parler. Donc c'est toujours une aide, c'est un appui. C'est toujours l'enseignant qui garde la maîtrise. Ne pas oublier, vous l'avez dit en début d'émission, l'esprit critique qui est vraiment au cœur du sujet et d'ailleurs même au cœur de notre émission aujourd'hui. Quels sont les réflexes qu'il faudrait transmettre d'ailleurs aux jeunes pour qu'ils restent maîtres de l'outil et non l'inverse? Re-questionner. L'esprit critique, en fait, on le perd facilement. On le perd, par exemple, quand on est face à des gens qui ont une grosse assurance, quand on est face à des gens qu'on aime beaucoup, alors on se dit forcément que ce qu'ils disent, c'est juste. Et à chaque fois, il faut vérifier l'information, re-questionner, argumenter et prendre la décision. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? C'est ça, finalement, l'esprit critique. Et effectivement, l'IA a beaucoup d'assurance, même s'il y a ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire des biais qui font que des fois, il va mentir. Mais ça s'explique totalement, là aussi, par le fonctionnement de l'IA. Si on le comprend, on sait comment éviter ces biais. Moi, j'ai plus de biais, par exemple. Et justement, une dernière question, puisqu'on peut dire aujourd'hui que savoir questionner son intelligence artificielle, c'est devenu presque aussi important que de savoir effectuer une recherche sur Internet. Oui, et contrairement à ce que dit le discours commercial des IA, c'est-à-dire une petite phrase et on a ce qu'on veut, il ne faut pas rentrer là-dedans parce que ça crée une certaine consanguinité numérique où finalement l'IA se nourrit elle-même et n'apporte rien de nouveau et ça ne convient pas. Donc c'est vraiment à nous de garder l'expertise humaine qu'elle n'a absolument pas. L'expertise, ça, oui. Voilà, mais ça se voit tout de suite dans tout ce qui est création visuelle, par exemple. Donc l'expertise humaine et l'expertise professionnelle.
Et on arrive maintenant à la fin de cette émission. Merci à vous, Morgane, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce qu'on va retenir de cet échange, c'est que la question n'est peut-être pas plus de savoir si l'intelligence artificielle a sa place à l'école, mais plutôt quelle place nous souhaitons lui donner, car derrière la technologie, il reste l'essentiel, apprendre à penser, à questionner, à comprendre le monde et à exercer son esprit critique. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui, Morgane. Merci. C'est la première. Ligne directe, 11h midi, Jerusha Waya.